Dans le paysage en constante évolution des affaires mondiales, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine continue d'attirer l'attention de la communauté internationale. Depuis le 4 février 2025, des développements significatifs sur les lignes de front soulignent la gravité de cette lutte prolongée. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la localité contestée de Vasilka, dans le sud du Donbass, où la 36e armée russe a progressé stratégiquement, s'emparant de nouveaux territoires de part et d'autre du Kashlahat-Fous. Les forces armées ukrainiennes, qui se sont retirées de cette zone il y a quelques jours, sont maintenant confrontées à la réalité du contrôle russe sur certaines parties de la localité à l'est de la rivière. En particulier, la zone industrielle et les ruines restantes des maisons autour de la Stipna Strasse sont sous commandement russe, marquant une avancée de 600 mètres vers l'ouest. De l'autre côté de la rivière, les forces russes ont sécurisé le stade local et les zones résidentielles environnantes, Chapageva et Skilnerstrasse étant entièrement sous leur contrôle. Cette incursion s'étend jusqu'à 900 mètres à l'ouest, redéfinissant encore la ligne de front et élargissant la zone rouge à des zones auparavant contestées. Des images de drones révèlent un drapeau russe bien en vue sur un bâtiment situé à côté du stade, ce qui indique clairement que les Russes dominent Vasilka. Au milieu de cette agitation, la 110e brigade ukrainienne est en plein désarroi, certaines unités se rendant, tandis que d'autres tentent une fuite précaire à travers Mokria-Lilus. La situation reste fluide, les forces russes étant en mesure de s'emparer des dernières parties de la colonie dans les jours à venir. Le sort des soldats ukrainiens, qu'ils s'échappent ou qu'ils restent, est incertain, reflétant la dynamique générale du conflit où les gains militaires russes, bien que coûteux, continuent de s'accumuler. La bataille de Vasilka, au 24 janvier 2025, semble être sur le point de s'achever, signalant une phase charnière dans cette guerre de longue haleine. En se concentrant à l'ouest de Korachov, les troupes russes poursuivent leur offensive, avançant vers la frontière du village de Dakhne. Au cours des dernières 24 heures, les unités russes ont avancé d'environ 800 mètres, prenant le contrôle du terrain restant et ajustant la ligne de front à leur avantage. Ce déplacement transforme la zone grise en zone rouge, l'infanterie russe lançant un double assaut sur le village à partir des directions sud-est et nord-est. Malgré la résistance ukrainienne, le village reste sous une pression soutenue. Simultanément, la 90e division russe prend d'assaut Novo-Andriivka, exécutant un mouvement en tenaille destiné à forcer les troupes ukrainiennes à battre en retraite. Au cours des seules dernières 24 heures, les avancées russes se sont étendues sur 1,25 km vers l'ouest, modifiant une fois de plus la ligne de front en leur faveur. Les tentatives russes d'infiltrer le village par le nord se poursuivent, de même que les assauts sur les ruines du sud. Les forces ukrainiennes, notamment la 153e brigade, continuent de résister, bien qu'un retrait semble imminent. Plus au nord, le long de la route Tzerunk 106, les 15e et 30e brigades russes s'efforcent de vaincre les défenses ukrainiennes, réalisant des progrès notables malgré les pertes subies. Au sud d'Udne, les troupes russes reprennent des positions précédemment perdues dans la partie sud-est d'Odidne, ce qui se traduit par un gain territorial de 2 km. Cette portion de forêt au sud d'Udne devient un nouveau point d'appui pour les forces russes, coïncidant avec les efforts déployés pour sécuriser les parties sud-est et est du Dakhne. Au fur et à mesure que le contrôle russe s'étend, la zone passe du gris au rouge, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur progression. Les troupes russes se trouvent désormais à seulement 4 km de la frontière de Dnipropetrovsk et exercent une pression sur les positions ukrainiennes entre Achne et Gotlin. L'objectif ultime est de s'emparer de la région de Pakrovsk, riche en charbon. Les récentes avancées ont couvert 800 mètres le long des lignes forestières, renforçant ainsi le contrôle russe. La zone rouge engloutit une plus grande partie de la zone grise, tandis qu'à Kotlin, les batailles se terminent. Les troupes russes sont prêtes à s'emparer des dernières greens encore debout, y compris une petite propriété commerciale dans la partie nord de Kotlin. Des images de drones confirment l'extension de la zone rouge, reflétant un gain progressif pour les forces russes. Alors que la ville de Pakrovsk est le théâtre d'intenses combats, les avancées russes se poursuivent, quoique lentement. Ici, près de la frontière entre Oast-Dnipra et Petrovsk, l'infanterie russe cherche à faire une percée vers le nord, en vue d'obtenir de nouveaux gains stratégiques. Cette avancée incessante mais méthodique des Russes consolide leur position, tandis que la partie ukrainienne est confrontée à des difficultés croissantes
pour mettre un terme à ces incursions. Notre voyage nous mène ensuite à Toretsk, où les efforts de post-correction se concentrent près de l'importante mine de charbon. L'infanterie russe s'est emparée de tronçons routiers clés, notamment autour du stade local et de certaines parties de Nestianka et de Slerstrasse, repoussant la ligne de front plus loin dans la zone rouge. La zone de contrôle russe dans la ville s'agrandit de jour en jour, tandis que la présence militaire ukrainienne diminue, abandonnant la majeure partie de Toretsk. Malgré la poursuite des combats, en particulier autour de la mine de charbon, les Russes semblent avoir le dessus, les deux parties faisant toujours état d'engagement actif. En passant au front près du Kremlin de Vatatov, à l'ouest de Makivka, l'infanterie russe a légèrement étendu son contrôle, occupant davantage de sections forestières à l'ouest du village. Ce mouvement augmente marginalement leur influence territoriale au sud-ouest, transformant ce segment de gris en rouge. La situation reste relativement stable, sans conflit significatif dans cette section. Notre exploration se poursuit dans l'oblast de Kharkiv, au nord-ouest de Svatov. La première armée de chars russes a récemment gagné du terrain près de Dahabivka. L'année dernière, les troupes russes ont brièvement contrôlé Tabivka avant que les contre-attaques ukrainiennes ne la reprennent. Depuis lors, certaines parties de Tabivka, en particulier les hauteurs à l'ouest du village, sont contestées. Ces hauteurs, situées à côté des basses terres visibles sur les cartes, sont désormais partiellement sous contrôle russe. La première armée de chars russes a fait d'importants progrès, s'emparant de certaines parties de ces hauteurs, ce qui a eu un impact direct sur les défenses ukrainiennes. Près de Tabivka, les escarmouches se poursuivent, alors que les forces russes tentent de consolider leur emprise. Les sections forestières et les tranchées le long de la route R79 sont contestées, les avancées russes atteignant jusqu'à 2,5 km au nord-ouest, ce qui modifie la ligne de front favorablement pour les forces russes. Ce passage du gris au rouge signifie un point d'appui stratégique, bien que les avancées critiques vers Kupiansk restent insaisissables. En se concentrant sur la tête de pont russe au nord de Kupiansk, la 25e brigade russe, après avoir pris le contrôle quasi-total de Dorigina, signale des progrès à Zapadne. Malgré les affirmations de capture de la localité, les aveux ukrainiens sur les avancées russes au nord de Zapadne suggèrent des pertes de terrain. Les forces russes occuperaient des zones forestières au nord de Zapadne, avançant jusqu'à 3 km à l'ouest-nord-ouest. Les données ukrainiennes indiquent également que les Russes s'efforcent de sécuriser les zones forestières restantes à partir de Sapne, à proximité de la frontière de la colonie. Toutefois, la situation reste ambiguë, des rapports contradictoires nécessitant des vérifications supplémentaires. La ligne de front, qui s'est donc modifiée en faveur des forces russes, reflète cette dynamique complexe. L'armée ukrainienne s'efforce de contrer ses avancées et se heurte à des difficultés persistantes. En approfondissant le conflit, nous découvrons une image stratégique plus large, marquée par les frappes aériennes qui ont défini les récentes hostilités. La nuit dernière, les forces armées ukrainiennes ont lancé l'un des assauts aériens les plus importants de cette guerre, déployant plus de 100 drones d'attaque, certaines sources avançant le chiffre de 150. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu 123 drones ukrainiens dans diverses régions, notamment à Bryansk, Koursk, Ryazan et au-dessus de Moscou. Un drone aurait été intercepté directement au-dessus de la ville de Moscou, comme l'ont confirmé les autorités locales. Malgré ces défenses, des explosions se sont produites dans plusieurs régions, marquant une escalade significative. À Ryazan, l'une des régions les plus durement touchées, une frappe de drone survenue hier en fin de journée a suscité une vive inquiétude. Des témoins oculaires ont documenté le moment de l'attaque, décrivant jusqu'à 10 explosions dans la ville. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Ryazan, dont on a d'abord pensé qu'il avait touché une usine. Cependant, il a été confirmé par la suite que la cible était en fait une raffinerie de pétrole appartenant au groupe Rosneft, située dans la zone industrielle sud de la ville. Cette raffinerie, élément crucial de l'infrastructure énergétique russe, alimente la région de Moscou et représente un atout stratégique essentiel. La centrale thermique adjacente aurait également été touchée, bien que des rapports non confirmés suggèrent qu'elle n'aurait pas subi de coup direct. Des vidéos de la raffinerie montrent un incendie massif suivi d'explosions, illustrant l'ampleur de l'attaque. L'intensité de l'incendie a incité l'opérateur à interrompre les livraisons de pétrole, un réservoir pouvant contenir 20 000 tonnes de carburant étant apparemment en feu.
Alors que les efforts de lutte contre l'incendie se poursuivent, l'impact total reste incertain, mais il souligne une perturbation importante de la chaîne d'approvisionnement énergétique de la Russie. Au-delà de Ryazan, Briansk a été le théâtre d'une attaque contre une usine de semi-conducteurs essentiels, connue pour sa production de microélectronique pour le secteur de la défense russe. Cette installation, située dans la partie ouest de Briansk, près de la rivière Desna, a subi une violente explosion, comme l'a confirmé l'entreprise. L'attaque de cette usine, rouage essentiel de la machine de défense russe, souligne la nature ciblée de ces récentes hostilités. L'entreprise a depuis déclaré l'arrêt de ses activités en raison des dommages infligés. Par ailleurs, à Borisoglepsk, dans la région de Voronezh, une usine a été la cible d'une autre attaque. Les médias de l'opposition russe ont rapporté que des débris de l'attaque sont tombés sur une usine de réparation, causant des dommages au toit, bien qu'aucun dommage critique n'ait été signalé. Ces frappes coordonnées mettent en évidence la stratégie ukrainienne visant à perturber les infrastructures industrielles et énergétiques russes afin d'affaiblir leur effort de guerre. De leur côté, les forces armées russes ne sont pas restées inactives et ont mené leur propre offensive contre les territoires ukrainiens au cours de la nuit. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 58 drones d'attaque, principalement de type Shahed, ont été lancés, dont 25 ont été abattus et 27 se sont écrasés indépendamment. Le sort des 6 autres drones reste incertain, bien que des rapports suggèrent qu'ils auraient réussi à cibler des infrastructures en Ukraine. C'est notamment Kiev qui a subi le plus gros de l'attaque, qui a fait 2 morts et 3 blessés. Des débris provenant des frappes ont touché un bâtiment important, provoquant un incendie pendant la nuit. À Tchernihiv, des infrastructures civiles ont également été endommagées, alourdissant le bilan des attaques aériennes russes. Cette escalade des frappes aériennes dans le cadre d'une guerre de titans complique encore la situation militaire déjà tendue, soulignant la volatilité persistante dans toute la zone de conflit. Sur le plan diplomatique, le conflit continue d'évoluer, avec des développements notables. Récemment, le président américain Trump a été interrogé sur la fin potentielle de la guerre cette année. Sa réponse, suggérant que la Russie devrait permettre à l'Ukraine de conserver sa souveraineté, a ajouté une nouvelle couche au discours international entourant le conflit. Cette déclaration reflète les courants géopolitiques complexes qui influencent la guerre, où les puissances mondiales sont étroitement liées au processus de résolution. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il convient de réfléchir aux implications plus larges de ces développements. Que réserve l'avenir à la région? Les interventions diplomatiques ouvriront-elles la voie à la paix ou la dynamique militaire continuera-t-elle à dominer le paysage? Ces questions restent en suspens et invitent les téléspectateurs à s'intéresser à l'histoire en cours. Si ce reportage a suscité votre intérêt, pensez à soutenir notre chaîne en l'aimant et en vous y abonnant. Votre engagement nous permet de continuer à fournir des analyses détaillées et perspicaces des événements mondiaux, en apportant de la clarté à des situations complexes. Alors que nous sommes sur le point d'atteindre les 70 000 abonnés, votre soutien est inestimable pour partager ce voyage quotidien avec un public plus large. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui et restez à l'écoute pour d'autres mises à jour alors que nous naviguons dans les méandres de cet important conflit mondial. Je suis désolé pour toute confusion, mais le texte fourni dans ma réponse précédente représente déjà l'article complet réécrit pour répondre à l'exigence des 10 000 caractères. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire ou si vous avez des demandes additionnelles, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous prie de m'excuser pour la confusion que j'ai pu créer. L'article réécrit fourni a été conçu pour être un morceau complet correspondant à la limite de caractères spécifiés. Si vous avez des sections ou des parties spécifiques que vous souhaitez approfondir ou sur lesquelles vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir et je pourrai vous aider à cet égard.